La ville de Syracuse, fondée au 8e siècle avant Jésus-Christ par des colons grecs venus de Corinthe, est la cité de tous les superlatifs. Elle ne fut jamais battue militairement par ses voisines, Agrigente, Naxos, Catane, plus loin Carthage, jusqu'en 300 avant Jésus-Christ. Ces tyrans adorés du peuple étaient craints et haïs des autres habitants. C'est pour finir les Romains qui la mirent à sac en 212 avant Jésus-Christ, tuant à cette occasion le savant Archimède. Elle fut construite dans une région de la Sicile la plus riche du point de vue agricole grâce à une énorme nappe phréatique. C'est d'ailleurs cette dernière qui, en amortissant les secousses sismiques, a permis la conservation de monuments très anciens. Elle avait l'un des plus grands ports naturels de la Méditerranée et à cette époque, qui dit port dit flotte de guerre. Bienvenue à Syracuse, officiellement, mon prénom c'est Eva. Ici on va s'occuper de l'archéologie. Finalement l'acropole c'était un endroit un peu plus haut par rapport à la ville habitée tout court, une petite colline en haut tableau, quelque chose comme ça, qui servait pour bâtir les bâtiments sacrés, si vous voulez. Ici dans cette acropole de sacré, il y a le théâtre qu'on va voir tout de suite et ce grand hôtel pour les sacrifices. Bien sûr, tout ce que vous allez retenir, que vous allez voir à Syracuse, ce sont les parties des monuments taillés dans la roche, taillés dans la masse. Et c'est le cas de ce grand hôtel qui fait 198 mètres de long. Il arrive donc jusqu'au bout, là où il y a les arbres, qui était couvert par du marbre et qui était réservé en sacrifice en même temps de 450 bœufs. Vous imaginez? En secret barbecue, parce qu'ensuite, vous imaginez que la viande était partagée avec les gens du peuple. Donc c'était un grand moment de contrôle social, mais ça vous donne aussi l'idée de la richesse de cette grande ville grecque qui pouvait acheter en même temps 450 bœufs et qui avait autant de monde pour en manger la viande. Plus de 205 000 habitants dans le Syracuse grec du passé, qui était une grande ville-État qui n'avait jamais arrêté de battre sa monnaie. Et ça, c'est très important en termes vraiment économiques. C'était la ville qui faisait la différence, vous le verrez parce que le théâtre il est le plus grand encore du monde grec qui arrive. Cet hôtel remonte à l'époque pendant laquelle Archimède, il a vécu Archimède. Donc c'est le 3e siècle avant Jésus-Christ, juste avant l'arrivée des Romains. Les Romains arrivés, Syracuse tomba en déclin. D'ailleurs, toute la Sicile, vous savez, avait été unifiée sous le sceptre de Rome. Il y avait aussi les guerres puniques entre Rome et Carthage. Et les Grecs, c'est pas qu'ils avaient été chassés de Sicile. Ils avaient été envahis, la Sicile unifiée et ensuite assimilée au fur et à mesure. Et comment ça se fait alors que le grand Syracuse grec était déchu comme ça? Eh bien, parce que les Romains n'étaient pas des marins. Donc les villes de mer, pas importante. Je viens de souligner l'importance économique de cette grande ville. L'hôtel, même s'il était si moche, mais en donne l'idée directement, parce que je vous ai dit qu'il y avait tout ce monde. Donc, comme le théâtre était un endroit sacré pour les Grecs, je vais vous dire pourquoi. Et évidemment, c'était réservé qu'aux citoyens grecs purs. Les autres, les étrangers ne pouvaient pas rentrer. Disons que les paysans pouvaient y aller, mais quand ils faisaient les représentations à Dionysos, ils étaient d'habitude occupés à la campagne. Donc pas souvent. Les femmes pouvaient aller voir les pièces. Comme ça, d'une certaine façon, elles étaient éduquées comme le reste du public, mais elles ne pouvaient pas toucher la scène. Donc pensez-vous, à l'origine, notre théâtre arriverait là où il y a le terre-plein. Il manque 22 niveaux de gradins qui, étant les plus larges, font la différence. Parce qu'en principe, ils étaient censés être 67 contre les 45 d'aujourd'hui. Et les archéologues, plus ou moins, ont calculé autour de 16 000 personnes qu'ils pouvaient accueillir. Et là où nous sommes, ça aurait été la scène. Là, c'était les coulisses finalement, ce que pour nous, ce sont les coulisses. Il n'y avait pas de coulisses d'ailleurs, il n'y avait pas de rideaux, parce que le rideau ne pouvait pas descendre du ciel. Et tout était symbolique dans le théâtre grec. Mais alors, pourquoi il est si sacré le théâtre pour les Grecs? Eh bien, d'abord, c'était les seuls moyens de communication et aussi bien, on pourrait dire, d'éducation nationale. Tout ce que c'était des tabous, des vices, des passions, c'était traité et développé sur la scène. Donc les gens du peuple, en allant au théâtre, apparemment, ils devraient apprendre comment se gérer dans la vie et surtout comment honorer les dieux et respecter les autorités.
Sachez qu'à Syracuse, chaque année de la mi-mai à la fin juin, ils emploient ce théâtre pour les représentations classiques qui sont jouées en italien. Tant pour vous donner un titre, cette année ils ont joué Elettre par Sophocle. La scène, la skéné, appelée en grec comme ça, c'était exactement au milieu. Et cette partie près des spectateurs, c'était l'orchestre. Les masques à l'époque grecque étaient seulement pour connoter les héros. C'était des masques aux expressions codifiées que tout le monde reconnaissait parce que la seule forme de littérature et d'imagination, c'était les héros mythologiques qui étaient développés sur la scène, comme je vous ai dit. Hein. Et tandis que ce seront les Romains qui vont perfectionner l'emploi des masques en créant une cavité autour de la bouche pour amplifier la voix des acteurs. Et finalement, masque à latin, on dit persona. Là, ici, on est dans une cuvette à l'intérieur du calcaire. Là, pour vous montrer cette sorte de pilier si bizarre qui monte comme ça. Alors, cela vous montre que la carrière était fermée en haut. C'est simple le concept. Le calcaire, plus on va en bas, plus il est dense, compact. Donc, ils avaient laissé la voûte, la partie la plus haute, sans la toucher, en creusant à l'intérieur. Donc, c'était comme une mine de pierre. Une cave aux pierres à l'intérieur, en dessous. Et ils avaient laissé cette couche en haut. Donc, il fallait des grands piliers si costauds, aussi rudimentaires, pour soutenir la voûte. Le seul pilier qui a survécu le tremblement de terre, c'est celui-là. Cela, c'était devenu la prison parfaite de la ville. Comme on dit en italien, c'était pour enfermer tout le monde et oublier la clé. Et c'est triste, on n'est pas content de ça, mais c'était un endroit si pratique pour faire ça. Historiquement, on le sait, on a la source historique au niveau des guerres du Péloponnèse écrites par Thucydide, qui avait parlé de la cruauté des Syracusains qui avaient voulu renfermer dans les carrières, dans les latomies fermées, les prisonniers athéniens parce qu'ils avaient osé déclarer guerre à Syracuse. La grotte la plus célèbre, c'est le rail de Denis, qui était donc ce Denis. En ce cas, c'était Dionysio, c'était un tyran. La légende dit que comme dans la grotte que je vais vous montrer, il y a l'écho naturel, il aimait renfermer là-dedans ses prisonniers personnels. Comme ça, il pouvait les écouter pendant la nuit. Il venait écouter leurs soupirs. Et si jamais il médisait de lui, il venait personnellement les tuer. Et Denis l'Ancien, Dionysio, c'était le tyran qui a été le plus puissant, le plus grand tyran de la ville, et donc qui avait offert à Syracuse la dernière une grande période de paix et de prospérité. Hein. D'ailleurs, c'était lui qui avait bâti la grande flotte. Il était redoutable, il était fort, il avait la plus grande flotte, la plus grande armée, tout ce grand territoire. Eh bien, tout le monde qui avait besoin d'être défendu de quelques sièges appelait Denis. Ensuite, il le détestait parce qu'il était trop puissant. Un peintre très célèbre en Italie, Caravage, qui était là, pas en visite, mais finalement il s'était sauvé à Syracuse en 1608 et qui avait pu voir la grotte qui était déjà comme ça, il dit qu'il lui semblait une grande oreille. Et alors, pourquoi cette forme de la carrière? On l'appelle vena di cava, une veine de carrière. Mais parce que là, exceptionnellement, ils ont taillé la pierre du haut vers le bas en suivant un petit cours d'eau douce naturelle qui faisait partie de la nappe phréatique et donc qui avait donné cette forme de S à la veine, comme la pierre près de l'eau était plus dense, plus polie. Alors ils avaient commencé du haut vers le bas, en descendant par terrasse et en laissant l'angle, le coin de 60 degrés pour éviter que les parois s'écroulent, exactement comme un tunnel. Le théâtre, c'est juste à côté, c'est ce que je venais de vous dire, c'est vraiment elliptique, vous verrez, c'est comme un théâtre en face de l'autre. Et il ne reste que le premier étage, la Ima Cave, à la partie la plus basse. Devinez pourquoi? Parce que c'était taillé dans la masse. Le reste, il y avait 2 étages plus hauts, plus larges, bien sûr. Donc il faisait à peu près 19 000 places, plus ou moins, parce que c'était double, il ne faut pas oublier ça. Mais les 2 niveaux plus hauts étaient bâtis en briques. Donc les briques ont disparu vraiment pendant les siècles. Tout le monde venait là chercher des morceaux de briques, pourquoi pas. Hein. D'ailleurs, personne ne s'intéressait, surtout au Moyen-Âge, des sites anciens. Ça, c'était pas secret. C'était pour les jeux de gladiateurs, les fauves, les combats et les nomachis, les batailles de navires. Vous verrez au milieu qu'il y a un bassin qui est rempli d'eau pluviale pour l'instant.
et au travers duquel, par des citernes souterraines, ils remplissaient, ils inondaient la base de l'arène pour faire des simulations de bataille de navires, qui étaient faites en employant des modèles en bois réduits, qui étaient posés sur des poteaux couverts par de la graisse animale. Oui, comme ça, ils glissaient en faisant semblant de flotter. Ils étaient tirés par les cordes même et les gladiateurs. Mais là, il ne reste que le bassin. Il faut imaginer qu'ensuite, ils le couvraient par des poutres, des planches en bois, ils mettaient une couche de sable et ils commençaient les jeux. Donc, sable, en latin, c'est arena. C'est pour ça qu'on appelle tous les amphithéâtres les arènes. Vous verrez la forme, elle n'était pas conçue pour l'acoustique, mais pour mettre une limite surtout aux fauves. Le Grand Palais là de 1938, c'était le vieux palais des postes centrales. Donc c'est néoclassique à l'extérieur mais art nouveau. Et à l'intérieur, ça va devenir un grand hôtel de la chaîne Marriott Hotel. Et le premier monument que je vais vous montrer, c'est le temple d'Apollon. Le temple d'Apollon, qui date du VIe siècle avant Jésus-Christ, est le plus ancien temple dorique grec de Sicile, avec encore de beaux vestiges. Ses colonnes ont 8 mètres de haut et 2 mètres de diamètre, avec un entablement à 2,15 mètres. C'était un véritable exploit pour l'époque, où la plupart du temps les colonnes étaient en bois. L'architecte a son nom inscrit sur une marche, ce qui est rare. Petit bout de morceau de papyrus qui a trouvé des bonnes conditions pour pousser à Syracuse, parce que rappelez-vous qu'il y a toujours l'eau de la nappe phréatique en dessous. Et donc là, c'est le témoignage de la présence de l'eau dans le sous-sol. Sainte Lucie est plus importante que la Vierge Marie, mais en tant que culte de Syracuse, il est plus ressenti parce que c'est notre sainte patronne et elle a été martyrisée en 304. Donc pendant l'époque, la pire des persécutions, c'était sous Dioclétien. Mais le temple le plus important, c'était le temple d'Athéna. Et c'est ici. Je voulais vous montrer les colonnes du temple d'Apollon parce qu'elles étaient plus massives, plus lourdes. Par rapport à celles-ci qu'on aperçoit incrustées dans les murs, ce sont plus sveltes parce qu'elles sont plus jeunes d'un siècle. Le temple grec est transformé en temple romain, donc est devenu le temple de Minerve, c'est la même déesse, la sagesse, et ensuite transformé, moi je dis déguisé en église, ou converti en église, au VIe siècle après Jésus-Christ. Et dans la façade, vous pouvez retrouver les feuilles d'acanthe. En effet, sur les ruines bien conservées de ce temple païen, soit 24 des 36 colonnes, les Normands érigèrent une église détruite lors du tremblement de terre de 1693 et remplacée par cette église baroque. Sur cette place de la cathédrale règne une atmosphère baroque d'autant mieux perceptible que les pierres des bâtiments ont été sablées et ont retrouvé tout l'éclat de la pierre de Syracuse. Ne vous attendez pas à une église si baroque que l'extérieur. La place, elle était éblouissante fleurie, l'intérieur, si sombre, si strict. Eh bien, parce que c'était le temple, c'est encore le temple qui gagne sur le reste du style. Alors, vous avez les colonnes du temple qu'on ne pouvait pas voir de l'extérieur, vous les avez partout maintenant. Vous avez le temple qui a été englouti par l'église, moi je dis, mais quand même, c'était un temple qui avait un millénaire d'âge. Donc il ne pouvait pas du tout le détruire. Il avait résisté tous les sièges, les guerres et les tremblements de terre, si jamais il y en a eu dans le passé, à l'époque grecque et romaine, parce que la place, en dessous, elle est creuse, il y a l'eau de la nappe, et il y avait une carrière hellénistique. Donc en étant vide, cela a réduit les vibrations des tremblements de terre. C'est juste le hasard. Et ensuite, les Byzantins, pour cacher le temple, ils ont vraiment comblé les espaces entre les colonnes à l'extérieur. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas le voir. Et sans le vouloir, ils ont consolidé les colonnes même. L'autre transformation, ce sont les deux enfilades d'arches, là où nous sommes. Ça serait les deux murs solides d'une anse.